Vous êtes sur les 100.7 de Radio Association en compagnie de Serge Cadrivin pour l'émission Libre Expression. Émission dans laquelle je reçois les partis politiques, les associations et toutes les personnes qui veulent bien s'exprimer sur les 100.7 de Radio Asso. Ce soir dans le studio, un invité, c'est monsieur Bertrand Sergue. Monsieur Sergue, bienvenue dans les studios de Radio Association. Merci. Vous êtes enseignant à la faculté en droit de l'université de Tarn-et-Garonne. Tout c'est à bien fait. Ça, hein? Tout à fait. On peut dire votre âge? Oui, j'ai 27 ans. Comment devient-on enseignant dans une fac de droit? Oula, c'est un long parcours, si je peux m'exprimer ainsi. Tout d'abord, bien entendu, il faut commencer des études au sein de l'université, la faculté de droit et des études en... Alors, avant d'arriver là, quel bac vous avez? Alors, moi, j'ai un bac général, économie et sociale, ES, si vous voulez, donc un bac général. Ensuite, donc, j'ai commencé mes études de droit en 2007 au sein du Centre universitaire de Tarn-et-Garonne, où j'ai obtenu une licence en droit. Au bout de 3 ans, donc de 2007 à 2010. Puis ensuite, j'ai poursuivi mes études en Master 1 de droit à l'Université Toulouse-Capitole, donc à Toulouse cette fois-ci. Et j'ai continué également en Master 2. Puis ensuite, j'ai poursuivi mes études en doctorat et c'est à partir de ce moment-là où je suis devenu enseignant. Pourquoi avoir choisi des études de droit? Dans la famille, on fait du droit? Pas du tout. Personne au sein de ma famille n'a réalisé d'études en droit. J'ai choisi le droit car c'était une filière où il y avait énormément de possibilités au bout quand on avait obtenu un diplôme en droit. C'est-à-dire qu'il y avait un éventail extrêmement varié de métiers auxquels vous pouviez accéder après avoir réalisé des études en droit. Et c'est pour ça que j'ai choisi. On va en parler un peu en détail. Qu'est-ce que c'est qui vous a attiré dans le droit? Plusieurs choses. C'est vrai que je suis assez passionné par la politique et le droit constitutionnel est une matière en lien direct avec la politique, les hommes politiques, etc. La chose publique m'intéresse beaucoup. Donc du coup, voilà, je me suis tout naturellement tourné vers le droit. J'hésitais beaucoup entre Sciences Po et droit et mon cœur a penché vers le droit. Pourquoi pas Sciences Po? Sciences Po, peut-être déjà pour des raisons géographiques. L'IEP de Sciences Po est situé à Toulouse et je souhaitais, après mon baccalauréat, rester un petit peu à Montauban. Également des raisons financières, tout simplement. Les 3 premières années d'études en droit à Montauban permettent de s'éviter ce désagrément d'avoir un appartement et le loyer qui va avec. Donc, ces éléments-là, et bien entendu, au fil du temps, j'ai vraiment été heureux d'avoir fait ce choix parce que j'étais plus fait pour le droit que pour la science politique, je pense. Et le droit m'a passionné. Tout à l'heure, vous avez parlé de licence. Quelqu'un qui arrête au niveau de la licence, qu'est-ce qu'il a comme travail? Alors, il n'y a pas un travail directement à la clé après une licence en droit, mais vous avez des possibilités, elles sont multiples, de passer des concours, notamment au niveau de l'administration. C'est-à-dire qu'avec une licence en droit, c'est très peu connu, mais vous avez accès à quasiment la totalité des métiers de la fonction publique. C'est-à-dire les concours catégorie A de la fonction publique. Vous pouvez passer les B et les C également. Vous pouvez préciser un peu pour ceux qui ne le connaissent pas, alors, catégorie A, B, C? Si vous voulez, il y a plusieurs catégories au niveau de la fonction publique, C, B et A. Plus vous montez au niveau de l'échelon, et plus on se rapproche de A, justement. Donc avec un catégorie C, vous pouvez peut-être être, par exemple, secrétaire au sein d'une administration, etc. Là, il suffit d'avoir le brevet des collèges, si je ne me trompe pas. Catégorie B, il faut avoir le bac au minimum, voire bac plus 2. Et catégorie A, c'est bac plus 3, donc une licence. Et la licence en droit est tout indiquée parce que vous passez au niveau des concours de la catégorie A de la fonction publique, beaucoup de matières juridiques, donc liées au droit, et il faut souvent être passé par une licence en droit. Et également, c'est peu connu, vous pouvez également tenter le concours d'entrée à l'ENA, parce qu'une licence en droit suffit pour tenter le concours d'entrée. Vous avez Master 1, Master 2 et vous faites un doctorat. Le droit, quand on parle de droit, pour à peu près toutes les personnes, c'est avocat. Oui, souvent. Il n'y a pas que ça, je suppose. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que la plupart de nos étudiants, en commençant leurs études de droit, souhaitent embrasser la profession d'avocat. Cette dernière est d'ailleurs, l'accès à ce métier est d'ailleurs très complexe dans le sens où il faut non seulement une licence en droit, mais également un Master 1 en droit. Puis ensuite, vous devez effectuer une préparation pour le concours d'entrée à l'école des avocats. Au sein de NIEJ, un institut d'études judiciaires, pendant 1 an, donc comme je vous l'ai dit. Et au bout, il y a un concours. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais des amis qui, il y a 5 ans, ont passé ce concours. Il y avait à peu près 600 candidats de niveau Master 1 en droit minimum.
mais la plupart des gens avaient un niveau Master 2 et seulement 40 à 50 ont été pris. Donc c'est très sélectif et quand vous êtes pris parmi ces 40 ou 50 personnes, vous intégrez ensuite une école des avocats, il y en a une à Toulouse notamment, et vous suivez une formation d'1 an et demi et il y a à la fin de cette formation un nouveau concours que l'on appelle le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et il faut bien entendu le réussir également. Ces études-là, ça fait appel à avoir beaucoup de mémoire. Parce qu'on dit qu'il faut apprendre par cœur. C'est vrai, c'est faux J'entends toujours ça de la part des futurs candidats des études de droit. Je tiens à rassurer vos éditeurs, c'est complètement faux. Au sein de la faculté de droit de Montauban et dans toutes les universités françaises, non seulement, bien entendu, il y a une phase il faut connaître certains éléments qu'on va vous apprendre au cours de votre cursus universitaire, mais par la suite, il vous faudra synthétiser ces éléments et surtout avoir un aspect critique à développer. C'est ça que nous recherchons chez les étudiants. Souvent, je leur dis à mes étudiants en première année notamment, je dis c'est bien beau de connaître le cours par cœur, mais ça, quelqu'un qui est en 6e, 5e ou 4e arriverait à le faire. Nous, on attend de vous que vous deveniez des juristes. Et qu'est-ce que c'est un juriste? C'est quelqu'un qui arrive à anticiper certains problèmes de nature juridique, à les comprendre, à les synthétiser et à apporter une réponse claire à ces problèmes. Et là, apprendre par cœur, ça ne suffit pas. 27 ans, quand on vous voit, vous faites jeune, par rapport aux étudiants que vous avez, est-ce qu'il n'y a pas une démarcation? C'est pour ça que j'ai mis le costume aujourd'hui, oui. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait cette démarcation, parce que c'est vrai que quand on nous voit au sein de l'université Toulouse-Capitole, on se dit mais tiens donc il est bien jeune celui-là, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident aussi quand on arrive au départ, mais je pense que ça peut avoir des inconvénients dans le sens où on se dit mais tiens cette personne est-ce qu'elle est vraiment compétente, qualifiée, etc. Elle est bien jeune, mais de notre côté, notre jeunesse nous permet, je le pense très sincèrement, de mieux comprendre les attentes des étudiants et d'y répondre, parce que nous-mêmes, nous avons été étudiants il y a de cela quelques années. Et quand vous avez des enseignants qui ont à peu près 40, 50 ans, voire même un petit peu plus, je pense qu'ils sont, pour certains d'entre eux, mais pas tous bien entendu, parce que beaucoup d'entre eux sont très talentueux, mais une certaine distance qui les sépare avec les étudiants. Ces derniers n'osent pas trop aller leur parler, leur demander des précisions par rapport à leur cours. Nous, ils viennent plus naturellement nous voir et je pense qu'on comprend mieux leurs attentes parce que nous-mêmes, nous avons rencontré des difficultés comme eux à leur âge et je pense qu'on peut peut-être plus facilement répondre à toutes leurs interrogations. Depuis quand vous enseignez? J'enseigne depuis déjà 3 ans et demi. Oui. Donc du coup, j'ai commencé, j'avais 24 ans. Ça fait jeune. Personne qui arrive en licence, elle a quel âge? Elle a 18 ans, à peu près 17 ans, 18 ans, l'âge du bac. Voilà. Et moi, j'avais que à peu près 6, 7 ans de différence. Vous étiez en avance déjà sur votre parcours ou pas? Non, pas du tout. Bon, c'est vrai que j'ai commencé tôt l'enseignement parce que on peut commencer à être enseignant au niveau Master 2 exactement, pas avant. Mais généralement, les gens attendent d'être en 2e, voire 3e année de doctorat pour commencer à enseigner. Moi, j'ai voulu enseigner dès le début parce que je sentais qu'il y avait une petite flamme qui s'animait et au bout de 3 à 4 années, là, aujourd'hui, je pense que cette flamme s'est transformée en véritable passion et ça m'a confirmé dans mes choix premiers. Vous m'avez dit non, je ne suis pas professeur, je suis enseignant. Oui, quel est le distinguo? Oui, la différence. Voilà. Alors pour être exact, je suis enseignant, chargé d'enseignement, on dit également. C'est-à-dire que quand vous êtes titulaire de Master 2 et que vous êtes en doctorat et que vous commencez à enseigner, vous êtes chargé d'enseignement, enseignant vacataire ou autre, il y a d'autres statuts. Et ensuite, à la fin de votre doctorat, quand vous soutenez votre thèse, vous aspirez à devenir enseignant titulaire, pour être exact, maître de conférence. Alors maître de conférence, c'est quoi? Déjà, il faut être titulaire d'un doctorat en droit, avoir eu certaines félicitations, etc. et être qualifié à ce qu'on appelle le CNU. Qu'est-ce que c'est le CNU? C'est le Centre National des Universités. Chaque année, il y a des dossiers qui sont envoyés au CNU et certains sont qualifiés pour devenir maître de conférence. Alors, ce qui distingue le chargé de l'enseignement du maître de conférence, c'est en fin de compte peu de choses et beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire qu'au niveau de la charge d'enseignement, c'est quasiment la même chose dans le sens où nous sommes plus amenés à enseigner au sein de groupes de travaux dirigés, on appelle ça les TD, et c'est pour ça qu'on nous appelle également les chargés de TD, mais également je fais partie avec certains de mes collègues de chargés d'enseignement qui enseignent également au sein des cours magistraux, qui normalement sont réservés aux maîtres de conférences et professeurs des universités. Du coup, je connais un petit peu le métier de maître de conférence en quelque sorte, et ce qui nous différencie par rapport à eux, c'est vraiment le statut. Eux sont titulaires et nous sommes vacataires. Votre spécialité dans l'enseignement? Alors moi, c'est le droit public et pour être plus précis, le droit constitutionnel et le droit administratif. Également, j'assure des cours magistraux de culture générale et juridique. Et ça vous prend combien de temps
L'enseignement en tant que tel. Oui, l'enseignement à la faculté, c'est-à-dire vous faites des journées de combien? Alors, les journées ne sont pas longues du tout, je vous rassure. Si vous voulez, on a une charge d'enseignement qui est limitée. Et j'ai envie de dire malheureusement, parce que bon, moi, très honnêtement, j'aimerais dispenser bien plus de cours, mais nous sommes limités afin de permettre à d'autres également titulaires de Master 2 ou doctorat de pouvoir enseigner. Donc, au maximum, nous avons droit à effectuer, si je ne me trompe pas, c'est une centaine d'heures par an. Voilà, par an. Donc du coup, par semaine, ça fait pas énormément. C'est à peu près, en moyenne, 5 heures par semaine. Mais attention, 5 heures de présence face aux étudiants qui nécessitent bien entendu un travail réalisé en amont de plusieurs dizaines d'heures. Et vous êtes payé en nombre d'heures ou comment ça se marche? On est payé en nombre d'heures, exactement. On est bien payé à l'heure. Mais il y a peu d'heures, donc du coup, c'est pas extrêmement bien payé. Oui, vous arrivez à vivre? C'est complexe, je vous l'avoue, c'est complexe, mais c'est une phase transitoire avant de, je l'espère, devenir maître de conférence ou autre, où là, vraiment, on aura un salaire correct et payé tous les mois. Parce qu'on ne sont pas payés tous les mois non plus. Oui. C'est ça le gros souci. Quand vous dites pas payé, c'est-à-dire que ça devient de l'administration? En fait, il faut attendre 3-4 mois pour être payé. Quoi. Ouais, voilà, c'est ce qui est un petit peu particulier, mais c'est ça le statut de vacataire. Comment vous l'expliquez? À vrai dire, je ne me l'explique pas trop. C'est la politique de la fac, ça s'est toujours fait. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord par rapport à cette politique, mais bon, c'est comme ça, quoi. On essaye de l'accepter. Quoi. Vous faites un sacrifice. Oui, un sacré sacrifice, je dirais même. Mais bon, en fait, je pense que quand on est enseignant, c'est vraiment pas l'argent qui nous motive. C'est la passion. C'est la passion, très clairement. D'accord. Vous avez commencé votre doctorat, ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans maintenant. Combien d'années encore? Alors, le doctorat est qualifié de Bac+8. Mais en réalité, dans les faits, la plupart des doctorants soutiennent leur thèse au bout de 5 ans et demi, voire 6 ans. Donc du coup, ça veut dire qu'on aura effectué à peu près 10 à 11 ans d'études supérieures. Et votre thèse, qu'est-ce que vous allez défendre? Alors, ma thèse, c'est sur un point bien précis du droit public notamment, mais bon, ça peut concerner également le droit privé. C'est sur la QPC, c'est-à-dire la question prioritaire de constitutionnalité. Le sujet exact de ma thèse, c'est la QPC, déconstruction ou renfort de l'ordre juridique interne. On en parle beaucoup, notamment dans la politique. Tout à fait, là, avec notamment Jérôme Cahuzac, où les avocats ont soulevé des QPC récemment. Quelle est la différence entre la faculté et le centre universitaire? Et la différence? Alors, si vous voulez, au sein du centre universitaire, il y a plusieurs formations et il y a plusieurs facultés, dont la faculté de droit. C'est ça, les facultés sont au sein des centres universitaires. Le centre universitaire, c'est un ensemble. Le centre universitaire à Montauban, il a été créé quand? Alors, le centre universitaire de Tarn-et-Garonne, il a été fondé en 1994, exactement. Donc, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, 22 ans pour être exact. Ce dernier est situé 116 boulevard Montoriol à Montauban, comme vous le savez, c'est-à-dire juste en face du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Notre campus universitaire, si peut-être j'anticipe votre future question, propose un éventail, j'ai envie de dire, relativement varié de formations. C'est pour ça qu'on parle de faculté de droit pour répondre à votre question, etc., et de plusieurs autres facultés. Alors, comment se fait-il que Montauban ait son centre universitaire? Ça vient de quoi? Alors plusieurs choses, c'est-à-dire que au niveau de l'université Toulousain-Capitole, il y a un nombre extrêmement conséquent d'étudiants en première année de droit. Les amphis sont surchargés. Du coup, la politique qui a été décidée au plus haut point par notamment le président de l'université Toulousain-Capitole, ça a été de créer des antennes, ce que l'on appelle délocalisées. Dans des villes assez importantes, parce que Montauban est la deuxième ville de Midi-Pyrénées, de l'ex-région Midi-Pyrénées. Donc du coup, le choix a été fait de créer une antenne au sein de cette ville, et également dans d'autres villes, afin justement de démotiver certains étudiants de venir directement à Toulouse et de passer par une autre structure afin de répartir un petit peu les effectifs. Dans le centre universitaire de Montauban, il y a combien d'étudiants? Alors il y a un peu moins de 1000 étudiants. 1000 étudiants quand même. Hein. Ouais, et ce sont des gens qui viennent de tout Midi-Pyrénées ou alors de toute la France? De tout Midi-Pyrénées, principalement. Alors, c'est vrai qu'on a quand même quelques étudiants qui sont parisiens aussi, mais généralement c'est la région Midi-Pyrénées. Et de l'étranger aussi, il y en a? De l'étranger, oui, quelques-uns également, effectivement. Ouais. Le centre universitaire, c'est plusieurs facultés, dont vous avez commencé à parler celle de droit. Donc toutes les matières qu'on enseigne, quelles sont-elles? Au niveau de la faculté de droit? Oui. Elles sont vraiment multiples. C'est-à-dire, il y a 3 années, donc vous ne voyez pas forcément les mêmes matières d'une année sur l'autre. En première année, par exemple, il y a des cours en droit civil, droit constitutionnel. Ensuite, vous avez des cours également en histoire du droit. En seconde année, c'est un petit peu différent. Il y a du droit des obligations, du droit administratif,
également du droit fiscal, droit budgétaire. Donc du coup, un éventail relativement varié de matières liées également à l'économie, parce que si vous voulez, le droit inonde un petit peu toute la société. Il y a des juristes dans tous les domaines, droit de la santé, donc par rapport aux hôpitaux, aux cliniques, etc. Puis après, même par rapport aux radios d'ailleurs, il y a des juristes spécialisés en la matière. Il y a de multiples matières parce qu'il y a énormément de domaines de spécialité. Admettons que je sois étudiant, bon, la première année, ça va être un peu la généralisation du droit. Voilà, c'est ça exactement. Et on peut se faire déjà une idée du métier qu'on peut faire ou... Non, je ne pense pas en première année. En revanche, vous allez vite comprendre si vous êtes fait pour le droit ou non. Pourquoi ? Parce que les étudiants, quand je les observe, ils me le disent en première année très vite qu'ils se sentent faits pour ça ou pas du tout. Ouais. Parce que le droit, c'est quand même quelque chose de très particulier. Mais je tiens à rassurer peut-être les futurs étudiants qui se posent des questions. Il y a une entrée à la matière qui est très délicate. Au premier semestre donc de première année, vous avez de l'introduction au droit public, de l'introduction au droit privé, etc. On y va donc doucement. Et puis il y a des matières également comme l'histoire, l'économie, qu'ils ont vu au lycée, en terminale notamment, ou en seconde, en première. Donc du coup, c'est une entrée à la matière qui est douce. Et c'est réservé à une certaine catégorie sociale ? Pas du tout, absolument pas. Justement, la faculté a cette caractéristique particulière que l'année est très peu onéreuse. Tout le monde peut venir et justement, l'université, un des slogans de l'université, c'est l'université une chance, saisissons-la. Et je pense que c'est vrai, dans le sens où vraiment, quel que soit votre milieu social, vous pouvez accéder à l'université sans problème. L'année coûte à peu près 400 € en première année, et encore, elle est remboursée pour ceux qui sont boursiers, voire même des étudiants touchent des bourses chaque mois, donc du coup pour les aider à financer leurs études et à pouvoir les poursuivre. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là, je vous rassure. Et c'est ça qui est bien, je pense, au sein de notre université, c'est que l'argent n'est pas roi en quelque sorte, et c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous aurez votre diplôme, ça c'est sûr. Tout le monde est au même niveau et doit répondre aux interrogations des enseignants. Il n'y a aucun favoritisme, bien entendu. Par rapport à la première année, il y a un concours qui se passe ou marche ? Non, alors déjà... pour passer en seconde année. Hein. Alors pour l'université, déjà ce qu'il faut savoir, pour intégrer la première année de droit, il vous faut être titulaire d'un baccalauréat, et ce, quelle que soit votre filière. C'est-à-dire, comme moi j'ai eu par exemple un baccalauréat général, ES, S ou L, mais également les bacs techno ou professionnels sont acceptés, ceux qui sont titulaires de ces types de bacs. En revanche, je tiens à préciser que lorsque vous êtes titulaire d'un bac général, vous avez plus de chances, statistiquement parlant, de réussir votre première année de droit. Pourquoi ils ont appris davantage de philo ou quoi ? C'est-à-dire qu'au niveau du bac général, vous êtes entraîné à rédiger des dissertations ou autres, etc. Contrairement peut-être au bac techno et surtout au bac professionnel. Et du coup, ceux qui sont titulaires d'un bac professionnel ont plus de difficultés en première année et ils réussissent moins bien. Et donc du coup, voilà votre question pour passer en seconde année de droit. En toute honnêteté, il suffit de travailler normalement, bien réfléchir au sujet qu'on pose, et ça se passe très bien, généralement. Au niveau des statistiques, peut-être que c'est quelque chose qui va vous intéresser, et qui intéressera, je n'en doute pas, vos auditeurs. Il y a à peu près, en première année, c'est là où la sélection se fait, si je peux m'exprimer ainsi, entre 30 et 50% des étudiants qui passent ensuite en seconde année. Et ensuite, quand ils sont en seconde année, les statistiques, le pourcentage de réussite, c'est 75%. Et en troisième année, c'est 85, voire 90%. Voilà. Donc la sélection se fait surtout à la première année, durant la première année. Ouais, on retrouve les plus motivés. Voilà, exactement. Un peu comme les autres facs, quoi. Tout à fait. En seconde année, dans le parcours de la fac de droit, qu'est-ce que vous voyez ? Exactement. Plusieurs éléments. Alors moi je pourrais pas vous parler de tout parce que j'enseigne juste un élément en particulier, c'est le droit administratif. Vous enseignez dans les trois ? Moi j'enseigne sur les 3 années. Oui. 3 années. Première année droit constitutionnel, deuxième année droit administratif, et troisième et également un petit peu en seconde année, parce que certaines secondes années peuvent accéder à ce cours, culture générale et juridique. Mais mon domaine de spécialité quand même c'est le droit constitutionnel en première année pour être exact. Troisième année, c'est là où tout se joue. La troisième année, elle est extrêmement importante parce que c'est là où vous obtenez votre diplôme final de licence. Donc du coup, c'est assez important. Mais c'est pas celle qui est la plus complexe à obtenir, à avoir. Pour préparer au master. Oui. Dans le centre universitaire, ça s'arrête à la licence. À la licence, tout à fait. Alors au tout départ, à la création du centre universitaire de Tarragone, il n'y avait qu'une première année. Ensuite, il y a une seconde année. Très récemment, il y a la troisième année, donc le cursus total en licence, qui est proposé au sein du centre universitaire de Tarn-et-Garonne. On a parlé de la fac de droit, quelles sont les autres facs
Alors, au sein du campus de Montauban. Oui, de Montauban, oui, je parlais de Montauban. Donc, il y a, comme je l'ai dit, la licence en droit, puis également, il y a 2 licences professionnelles qui sont également dispensées au sein de notre campus. Acheteur industriel, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne. Une licence professionnelle intitulée Gestion et management d'une unité commerciale, en collaboration avec le lycée agricole notamment de Montauban-Capou. Il y a également une licence que nous nommons ADST. Alors, la signification exacte de cet acronyme est le suivant: Art, Design, Sciences et Techniques, ainsi qu'un master qui est proposé par l'Institut universitaire d'art appliqué. Et enfin, nous proposons un master préparant au métier de l'enseignement, dispensé par l'École supérieure du professorat et de l'éducation, notamment si vous aspirez à assumer les fonctions de professeur des écoles. C'est quand même assez vaste. Assez vaste. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que si je ne me trompe pas, d'ici 1 an ou 2, il y aura également l'école d'infirmière. Il n'y a pas que du droit. Effectivement, mais par contre... Il y a l'économie aussi. Oui. Mais par contre, il faut être honnête, nos étudiants sont pour la plupart étudiants juristes. La fac de droit, mange un petit peu toutes les autres facultés. Le métier d'avocat, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différentes branches? Oui. Alors, le métier d'avocat, là, on a vu par rapport au cursus universitaire, maintenant par rapport à la fonction. À la fonction même. Alors l'avocat, c'est un conseiller, si vous voulez, face à lui, il a des clients, etc. Et l'avocat va se spécialiser. Il y a des domaines de spécialité, d'ailleurs, qui sont plus porteurs que d'autres. Notamment le droit fiscal, je sais, est plutôt porteur en ce moment, mais peut-être que ça change. Le droit du travail aussi. Le droit du travail, exactement, vous avez tout à fait raison sur ce point-là. Donc du coup, il va falloir vous spécialiser en tant qu'avocat dans des domaines bien précis. Et ça dépend bien sûr des goûts de chacun, des possibilités, etc. Et des besoins aussi. Des besoins, bien. Tout à fait. Pour vous, quelle différence y a-t-il entre un avocat spécialisé dans le droit du travail par rapport à un avocat traditionnel? Si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'avocats traditionnels. Tous les avocats sont spécialisés. Il peut y avoir des avocats généralistes, mais généralement, ils sont tous spécialisés. Ils sont spécialisés dans une des 2 branches principales du droit, que sont le droit public et le droit privé. Et donc, bien entendu, les juridictions en face ne sont pas les mêmes. Si vous êtes spécialisé en droit public, vous allez aller ester en justice devant les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel, voire former un pouvoir devant le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. En revanche, si vous êtes privatiste, vous allez vous tourner vers les juridictions de l'ordre judiciaire et bien entendu, la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, c'est la Cour de cassation. Ces spécialités, c'est récent? Ça date vraiment de longtemps. De tout temps, je dirais même que les avocats se sont spécialisés dans des domaines bien précis. Parce que si vous voulez... Mais on ne le savait pas. C'est possible. Parce que toutes ces spécialités, on ne les connaît pas, mis à part ce que je vous dis, le droit fiscal, le droit du travail. C'est un petit peu flou. Nous, les juristes, on les connaît un petit peu plus, mais c'est vrai que le grand public ne les connaît pas. Mais comme je vous l'ai expliqué, le droit est tellement vaste qu'il faut absolument nous spécialiser. Nous ne pouvons pas être spécialistes de toutes les matières du droit, c'est impossible. Quand on prend l'annuaire, on regarde la liste des avocats, on choisit n'importe quel avocat, on ne sait pas quelle est sa spécialité. Ah oui, ça c'est problématique, c'est sûr. Mais bon, alors ça, je tiens à vous rassurer également par rapport à ce point-là. Généralement, les avocats sont très honnêtes. Quand vous les appelez et que vous leur dites, voilà, j'ai un problème dans tel domaine, il va vous dire directement, l'avocat, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, je vous conseille d'aller voir tel avocat, maître je ne sais pas qui, etc. D'accord. Donc non. Là, les avocats, sur ce point-là, même si vous ne regardez pas le domaine de spécialité de ces derniers, ils vont vous aiguiller. Ouais. Sur Montauban, il y a combien d'avocats, vous le savez? Une centaine. Une centaine, ouais. On a pas mal d'avocats, honnêtement, sur Montauban. Et on a dépassé les 100 avocats cette année. Et tout le monde arrive à vivre de ce métier? Parce qu'on a dit qu'il y a une crise aussi au niveau... Il y a une crise dans le sens où en 10 ans, nous sommes passés de 25 000 avocats à 50 000 avocats. Du coup, il y a énormément d'avocats qui ne gagnent même pas le SMIC. Ça, il faut le savoir. C'est ça qui est assez perturbant dans le sens où, quand vous réalisez des études de droit et que vous passez tous ces concours qui sont très complexes à avoir, au bout, des fois, vous allez peut-être très mal gagner votre vie et surtout, l'avocat ne compte pas ses heures. J'ai parlé à beaucoup d'avocats qui me disaient, la semaine, c'est facilement 80 heures, 90 heures. Donc, du coup, c'est assez impressionnant. Et comment vous expliquez des avocats qui ne touchent que le SMIC? Ça vient de quoi? Parce qu'ils sont pas spécialisés ou alors ils touchent à tout? Alors, soit certains se sont mal spécialisés dans des domaines qui ne sont pas assez porteurs, ou soit le problème, je pense, vient plus du fait que tous les étudiants, nos futurs étudiants, souhaitent embrasser cette profession. Avocat, ça fait rêver. Et du coup, il y a
de plus en plus de candidats. Comme je vous l'ai dit, en 10 ans, on est passé de 25 000 à 50 000 avocats, 2 fois plus en 10 ans, ce qui est vraiment énorme et considérable. Et c'est vrai que les avocats, là, ça devient compliqué pour eux, malgré une explosion également du contentieux, qui est heureusement, j'ai envie de dire. Mais par contre, il n'y a pas que la profession d'avocat après des études de droit. Il y a d'autres professions également liées au milieu judiciaire, notamment notaire. Vous avez la possibilité de devenir notaire avec un diplôme supérieur du notariat à partir de Master 1, pour être exact. Puis également, il y a la magistrature. La magistrature, vous pouvez devenir magistrat après les études de droit. Là aussi, il faut un Master 1 en droit. Et tout comme pour la profession d'avocat, il faut que vous passiez par un IEJ, un institut d'études judiciaires, bon, c'est une prépa d'1 an, qui dure à peu près 1 an, puis vous pouvez passer par des prépas privés également si vous le souhaitez, pour passer un concours. Et ensuite, si vous avez ce concours, vous intégrez l'École nationale de la magistrature, l'ENM, qui est située à Bordeaux. Et vous avez une formation de 31 mois, pour être précis. Au niveau du salaire, un avocat rapporte combien ? C'est très très variable. C'est très très variable. Il y a des avocats qui gagnent très 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 bien leur vie, et d'autres qui gagnent. Oui, vous avez dit le SMIC. Même pas le SMIC. Enfin, ou le SMIC tout simplement, alors qu'ils ne comptent pas du tout leurs heures. Mais il peut y avoir des avocats qui gagnent énormément d'argent, ça c'est sûr. Tout à l'heure, vous avez prononcé c'est un métier qui fait rêver. Alors qu'est-ce que ça vous a fait rêver, ou qu'est-ce que c'est qui fait rêver ? Pas mal d'éléments qui entourent la profession d'avocat, cette robe noire que ces derniers portent au sein des tribunaux, ce sont les défenseurs presque de la veuve et de l'orphelin, etc. Et ça, c'est vrai que bon, c'est intéressant dans le sens également où si vous êtes vous plaidez devant des juridictions de l'ordre judiciaire, vous allez donc plaider à l'oral, etc. L'art oratoire, ça s'appelait énormément. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui passionne tout particulièrement nos étudiants, mais vraiment ils ignorent qu'il y a énormément de professions. Moi honnêtement, c'est une profession qui m'intéresse beaucoup également. Ensuite, bon voilà. En toute honnêteté, je préfère l'enseignement que l'avocature, mais bon, je peux comprendre les étudiants que ça les passionne. Mais je leur dis attention, parce qu'il y a certains avocats qui ne gagnent pas très très bien leur vie. Vous avez évoqué aussi le notariat. C'est restreint. C'est assez restreint. C'est une certaine élite, non, qui doit... Oui, mais moins que l'avocature. Moins. Alors, la restriction, elle est plus liée sur un plan financier. C'est-à-dire que ce qui est complexe quand vous aspirez à devenir notaire, les études sont complexes, bien entendu. Mais ce qu'il y a de plus compliqué, c'est justement d'acheter une étude. Oui. Acheter une étude, c'est très cher. Combien ça coûte à peu près ? Honnêtement, je n'ai pas de chiffre en tête. Ouais. Je n'ai pas de chiffre en tête parce que bon, le notariat m'a moins plu que l'avocature ou autre. Je peux donner des précisions par rapport à l'avocature, mais moins par rapport au notariat. Mais je sais par contre que ça coûte très cher, de l'aveu de certains spécialistes. Le montant exact, je ne l'ai pas en tête. Mais donc, du coup, généralement, vous finissez clerc de notaire. Et bon, les gens préféraient être notaire, tout simplement. Oui, clerc de notaire aussi, il suit un cursus... Ah oui, le même que le notaire. Le même que le notaire. Ce qui les différencie, c'est la capacité ou non d'acheter une étude. Pour en revenir à votre rêve, vous voudrez embrasser les grandes écoles, non ? Les grandes écoles, non. Au départ, vous me l'avez dit. Les grandes écoles, Polytechnique. Ah non, j'ai jamais dit les grandes écoles et tout, j'ai jamais eu cette prétention-là. Non, moi c'était vraiment l'université au départ qui me plaisait. Surtout être un spécialiste dans un domaine bien précis, parce que quand on écoute les personnes justement qui souhaitent aller dans les grandes écoles ou autres, l'ENA, etc. Bon, la formation ne dure pas si longtemps que ça. 1 an, 2 ans, etc. Au niveau des promotions, après une licence, quand vous avez un doctorat, vous êtes vraiment spécialiste d'un domaine, vous avez fait 8 ans, voire 10 ans d'études sur un plan bien précis. Moi, c'est ça qui m'intéressait, tout particulièrement. Mais après, je suis également passionné par, comme je vous l'avais dit un petit peu avant, la prise d'antenne, la politique aussi. Alors, la politique, qu'est-ce que c'est qui vous plaît dans la politique ? Alors, plein de choses. Déjà, le droit est très lié à la politique, notamment le droit public. C'est ce que j'enseigne, le droit constitutionnel. Il y a un lien direct parce que, si vous voulez, le droit public est lié au statut de nos députés, nos sénateurs, etc., au fonctionnement de la République française. Et donc, du coup, tout naturellement, nous avons beaucoup d'enseignants qui se tournent ensuite vers la politique ou qui mènent en parallèle une carrière politique. Mais parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont députés, sénateurs, tout à fait. Et également, la plupart, ça c'est peu connu, souvent les gens croient que ceux qui sont aujourd'hui nos politiques ont tous réalisé des études à Sciences Po. C'est complètement faux. La plupart d'entre eux ont réalisé des études de droit. J'en veux pour preuve au niveau national, par exemple, autant à gauche qu'à droite d'ailleurs. Nicolas Sarkozy, qui a réalisé des études de droit, qui a été avocat. François Mitterrand, qui a réalisé des études de droit, qui a été avocat. Également Jean-Jacques Urvoas, le nouveau garde des Sceaux, qui est docteur en droit.
Mais il y a Marine Le Pen, Collard, Collard, Louis Alliot dans la région également, qui a été maître de conférence en droit public, partout, et même au niveau local. Sylvia Pinel a réalisé des études de droit et même passé par la faculté de droit de Montauban. La première, Jean-Michel Baillet aussi, Brigitte Barège est avocate, Thierry Deville, etc. Je pourrais multiplier les exemples. Ce sont tous des juristes. Et donc, alors vous, on va vous retrouver plus tard en politique ou pas ? Peut-être, je ne sais pas. Il faudra peut-être m'interroger une prochaine fois. Et là, je vous... Mais ça vous intéresserait d'embrasser une carrière, je sais pas moi, maire, député ou pas ? Les responsabilités, oui. La chose publique m'intéresse beaucoup, énormément. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Essayer de répondre au quotidien aux aspirations d'une population, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui. Et vous fixez un objectif de combien de temps là ? Avant de me lancer dans la politique ? Oui. Mais déjà, je pense finir mon doctorat tranquillement, poursuivre au niveau de l'enseignement. Mais bon, je vais me lancer d'ici demain, sait-on jamais. Je n'ai pas de cap précis, je n'ai pas de durée, de période précise. D'accord. Je voudrais qu'on parle aussi des grandes écoles polytechniques, l'ENA. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence ? Et pourquoi justement tous les hommes politiques sortent de ces écoles ? Enfin, pas tous, on l'a dit, pas mais tous. Un grand nombre. Souvent, on croit que, comme je vous l'ai dit, les hommes politiques sortent tous de ces écoles. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont passés par l'ENA, comme François Hollande notamment, Michel Sapin, qui sont la promotion Voltaire, si je ne me trompe pas, avec Ségolène Royal, tout à fait, etc. Bon, l'ENA, si vous voulez, se forme les futurs cadres de l'administration. Et donc, très souvent, ces personnes-là font de la politique après, etc. Mais alors là, vraiment, je le pense très sincèrement, ils sont quand même en partie minoritaires. Je crois que les facultés prennent le dessus, les universités prennent le dessus sur justement ceux qui choisissent les grandes écoles, même si, certains dirigeants actuels, j'en ai cité quelques-uns, mais également, je pourrais citer Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est passée par Polytechnique, etc., choisissent les grandes écoles. Mais je pense que choisir une grande école, peut-être, ça peut vous couper de certaines réalités locales, etc. Nous, au sein de l'université, il y a un brassage complet et nous sommes au quotidien proches des attentes des étudiants qui représentent la population dans son ensemble. Nous ne sommes pas coupés des réalités, contrairement à peut-être certains qui sont passés par les grandes écoles. Pourquoi les facs de droit s'est qualifié de droite ? Alors c'est vrai qu'il y a une grosse rivalité entre Sciences Po et droit par rapport justement à la politique, que les politistes notamment, parce que c'est comme ça qu'on appelle ceux qui ont fait des études en sciences politiques, critiquent peut-être un petit peu le fait qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui vont réaliser des études de droit et que c'est plutôt leur domaine à eux. Et donc, du coup, pour peut-être nous distinguer ou autres de sciences politiques, c'est un peu la politique, qui nous a dit les orientations politiques, pour être exact. C'est vrai que Sciences Po est très orientée à gauche et la fac de droit est très orientée, plus orientée, en tout cas à droite, mais je peux vous rassurer, je côtoie énormément d'enseignants, beaucoup d'entre eux sont à gauche, etc., et ne le cachent pas du tout d'ailleurs, etc. Je suis contre le fait de dire, la fac de droit est à droite et la Sciences Po c'est automatiquement à gauche. Il n'y a pas de genre. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a cette réputation comme quoi la fac de droit est à droite. Enfin, je me souviens de cette génération de 68 où quand même il y avait des heurts entre les étudiants en fac de lettres et fac de droit. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la fac de droit, si je ne me trompe pas, de Toulouse n'avait pas été bloquée durant les événements de mai 68, etc. Donc c'est vrai ce qui a fait dire oh non mais mon Dieu, cette fac est bien à droite, etc. Ou la fac Axas à Paris. À Paris, oui, à Paris. C'est vrai qu'à Paris, il y a Paris 1 et Paris 2. Oui. Paris Assas, comme vous l'avez dit à très juste titre, qui est orienté à droite, et Paris 1, Paris Panthéon-Sorbonne, qui est plus orienté à gauche. Oui. Mais ça a tendance peut-être maintenant à se diluer un peu. Ça, oui, un peu, je pense. Moins parlé. Je pense. Et honnêtement, quand je vois nos étudiants, beaucoup sont impliqués sur le plan politique, et vraiment, je vous le dis, autant à gauche qu'à droite. Il n'y a pas que des gens qui sont à droite ou que des gens qui sont à gauche. Il y a un métier ambassadeur, il passe aussi par le fac de droit. Certains ambassadeurs, je pense, ont réalisé des études de droit. Après, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il faut passer par l'ENA également pour être ambassadeur. Mais la plupart des gens qui ont fait l'ENA, souvent, ont une licence en droit, ou généralement plutôt un Master 1, un Master 2 en droit. Donc du coup, c'est lié tout ça, c'est lié. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve. Nous reprendrons le cours de notre émission. On a commencé à évoquer les différents métiers. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui font le cursus de droit ? Oui, tout à fait. Et certains métiers d'ailleurs qui sont accessibles dès un Bac+2, voire un Bac+3 en droit, donc directement à la licence.
Je pense notamment au métier de greffier. Avec un bac+2, vous pouvez devenir greffier en passant un concours, bac+2 en droit bien entendu, et avec un bac+3 en droit, vous pouvez également devenir greffier en chef. Donc voilà, ça c'est intéressant à dire. Également, par rapport aux professions auxquelles vous pouvez aspirer avec des études en droit, il y a tout ce qui est concours au niveau de la gendarmerie et également de la police. Vous pouvez, avec une licence en droit, tenter le concours de lieutenant de police. Oui. Également, il y a le concours de commissaire des armées, ça c'est intéressant, ou le concours de commissaire de police. Mais là, par contre, il faut un master 2 en droit. Pour le et les douanes, c'est pareil, c'est quoi? Les douanes, oui, également. Les douanes, ça peut être concours fonction publique, comme je vous l'ai dit, catégorie C, B ou A. Et donc, avec une licence en droit, vous pouvez passer les 3 catégories. Au niveau de tribunal, quels sont les différents métiers que l'on trouve? C'est un petit peu tout ce que j'ai balayé, greffier, magistrat, avocat, ce sont les métiers qui sont représentés au sein des juridictions. Après, peut-être pas tous au niveau, pour gérer un tribunal, bon, je ne connais pas toutes les professions en la matière, bon, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont chargées de la maintenance, bien sûr, bon, il ne faut pas qu'ils aient réalisé l'étude de droit, mais c'est vrai que dans les tribunaux, voilà, le greffier, parce que bon, certains disent c'est un secrétaire. Non, c'est plus, c'est un petit peu plus élevé. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, bien entendu, que secrétaire, simple secrétaire, parce qu'il faut non seulement retranscrire la procédure juridique, et donc il faut avoir des compétences en droit. Et c'est pour ça que le greffier, voilà, c'est un statut juridique à part entière. Donc il a fait des études spéciales. Voilà, obligé. Autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est par rapport au prud'homme. On en parle à l'heure actuelle, la réforme des prud'hommes. Il faut qu'ils aient des connaissances en droit. Alors, non, les prud'hommes, c'est différent. C'est-à-dire que les magistrats au sein des prud'hommes ne sont pas des magistrats professionnels. Oui, ils sont issus d'un certain corps. Voilà, tout à fait. De l'entreprise d'un côté et des salariés de l'autre. Donc, du coup, il n'y a aucun magistrat professionnel. Et les seuls juristes véritablement professionnels, ce sont les greffiers qui notent la procédure et les avocats. D'ailleurs, j'avais parlé avec un avocat qui m'avait dit, bon voilà, quand j'étais face à ces magistrats au sein des prud'hommes qui n'ont pas suivi d'études de droit, etc., j'étais complètement perdu. Il m'a dit, heureusement qu'il y avait le greffier pour m'expliquer au niveau de la procédure et tout, sinon j'étais complètement perdu. Donc les prud'hommes, c'est complètement à part. Et le tribunal administratif? Alors le tribunal administratif, c'est une juridiction de l'ordre administratif, donc qui est liée au droit public, etc., etc. Là, la procédure, elle n'est pas orale pour les avocats, elle est écrite. C'est-à-dire que les avocats ne plaident pas. Tout est à l'écrit. C'est ça qui est particulier avec le droit administratif, et les magistrats sont des juges administratifs, bien entendu, ils se sont spécialisés durant leurs études. La Cour de cassation. Alors, la Cour de cassation, c'est tout autre chose. La Cour de cassation, là, on passe dans les juridictions de l'ordre judiciaire. C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. C'est-à-dire que quand vous allez en cassation, vous faites un pourvoi, d'accord ? Avant, vous avez dû aller devant un tribunal de grande instance, par exemple, pour votre affaire. Vous avez fait appel, vous n'êtes toujours pas satisfait, et là, vous allez vous pourvoir en cassation. C'est le dernier échelon, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, bon, vous avez des magistrats professionnels. Bon, moi, pour être exact, je connais plus le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction de l'ordre administratif, juste en face de la Cour de cassation, parce que moi, je suis publiciste. Les magistrats au sein du Conseil d'État, généralement, ils sont passés par l'ENA. Alors, donc, revenons-en aussi au centre universitaire. Oui. La vie des étudiants, comment ça se passe ? Ben, si vous voulez, la vie étudiante est assez riche, malgré tout, dans le sens où nous avons une association étudiante qui s'appelle l'association Montvirfac, qui est donc gérée par des étudiants de la faculté de droit de Montauban, de la première, deuxième et troisième année. Ce sont des étudiants qui ont suivi tout le cursus universitaire. Et il y a des événements, des soirées qui sont organisées pour rythmer un petit peu la vie étudiante. Et également, nous organisons chaque année, en partenariat avec cette association, un voyage culturel à Paris, pour être exact, pour les étudiants, afin que ces derniers découvrent les institutions de notre pays. Nous sommes notamment partis tous ensemble au Conseil d'État, visiter le Conseil d'État cette année, la Cour de cassation. Nous avons été également reçus au ministère de la Justice par Christiane Taubira, l'ex-garde des Sceaux, également à Bercy par Emmanuel Macron. Et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale. Quand j'ai reçu Valérie Rabault, il a parlé. Je profite justement de votre émission pour la remercier très chaleureusement de nous avoir invités et permis de réaliser toutes ces visites. Et ça vous a apporté quoi, ces visites-là ? Ça nous a apporté beaucoup de choses, parce que si vous voulez, les étudiants sont habitués à des cours théoriques, voire certains un petit peu pratiques, mais ils ne s'imaginent pas comment fonctionnent concrètement les juridictions, les grandes institutions de notre pays. Et nous, ça nous permet justement de les amener, de leur montrer comment ça marche, etc. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est typique de notre centre universitaire, parce qu'à Toulouse, ça ne se fait pas, ou très peu. Il n'y a pas de visite de ces institutions. Donc c'est ça qui nous différencie directement de Toulouse. Il y a un plus grand suivi, je le pense, au sein du centre universitaire de Tarn-et-Garonne.
que dans les grandes facs où il y a des étudiants qui sont très 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 nombreux. Nous, on essaye d'avoir un accueil individualisé. Et c'est un budget supplémentaire ou alors ce sont les étudiants qui payent pour aller visiter? Alors, l'association Moviofac mène quelques actions, etc. Lors de soirées, récolte un petit peu d'argent. D'accord. Puis également, le conseil départemental nous aide un petit peu pour ce voyage et également la mairie de Montauban. Nous arrivons au terme de cette émission, ça fait 45 minutes que nous sommes ensemble. Est-ce que vous avez des questions, enfin pas des questions, mais des sujets que vous voulez aborder qu'on n'aurait pas abordés ensemble? Je crois qu'on a un petit peu tout balayé. Après, si vous avez d'autres interrogations, je suis tout naturellement disponible. On va clore cet entretien. En tous les cas, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Et certainement, ça rapporte un éclairage un peu plus important à ceux qui nous écoutent et les jeunes qui voudraient embrasser cette carrière. Je l'espère. Je vous remercie d'être venu et bonne soirée. Merci à vous aussi.